Digital Congo, la télévision numérique. C'était jour officiel de rentrée judiciaire à la Cour de cassation. Ce mercredi 15 octobre 2025, cérémonie au Palais de justice en présence du chef de l'État, magistrat suprême. Le premier président de la Cour de cassation a insisté sur la nécessité de renforcer l'appareil judiciaire congolais. Le procureur général près la Cour de cassation a lui condamné dans sa mercuriale l'enrichissement illicite et réaffirme sa détermination de lutter contre la corruption. Tueries des civils et autres massacres dans le territoire de Beni, province du Nord Kivu. 11 ans que cela dure à cause de l'activisme des terroristes ADF-MTM. Beni se souvient, elles sont estimées à des milliers les personnes ayant perdu leur vie à la suite de ces exactions. Première édition du Forum économique et d'investissement entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. La première ministre, Judith Suminwa, qui conduit la délégation de la RDC, a porté la vision de Kinshasa pour un partenariat durable, le retour dans un partenariat gagnant-gagnant en attirant les investissements américains en RDC, exprimé par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, qui a séduit ces investisseurs américains. Bienvenue parmi nous et merci de votre fidélité à Digital Congo pour cette grande édition du journal. Ce mercredi 15 octobre 2025 était jour officiel de rentrée judiciaire à la Cour de cassation, une cérémonie officielle au Palais de justice à Kinshasa en présence du magistrat suprême, marquant le début de l'année judiciaire 2025-2026 en République démocratique du Congo et sous les signes de la réforme et de l'indépendance de la justice. Aux magistrats, avocats, membres du gouvernement et corps diplomatique étaient présents. Dans son allocution, le premier président de la Cour de cassation a insisté sur la nécessité de renforcer l'efficacité de l'appareil judiciaire congolais en appelant à plus de rigueur, de transparence et de respect des droits humains. Le procureur général près la Cour de cassation féminine Bondé a, lui, dans sa mercuriale, condamné l'enrichissement illicite et réaffirme sa détermination de lutter efficacement contre la corruption. C'est un extrait choisi pour vous et pour nous par Joseph Ngoma. Le code pénal congolais, tel que modifié à ce jour, définit l'enrichissement illicite comme étant l'augmentation substantielle des biens d'un agent public ou de toute autre personne que celui-ci ou celle-ci ne peut raisonnablement justifier au regard de ses revenus légitimes. Quel serait alors le caractère distinct de l'enrichissement illicite par rapport aux autres infractions? Nous avons cité corruption, détournement de deniers et concussion. L'enrichissement illicite se distingue par son objet et sa preuve particulière et son caractère autonome par rapport à d'autres infractions. Il repose sur l'accroissement injustifié du patrimoine d'un agent public ou privé que celui-ci ne peut expliquer par ses revenus légitimes, tandis que pour les autres infractions telles que la corruption, le détournement des deniers, ainsi que la concussion, les fondements reposent sur un acte matériel précis.
Fermin Vondé, procureur général près la Cour de cassation. Et pendant ces temps, dans la province de l'Ituri, la Cour militaire vient de condamner 2 officiers de l'armée pour violation de consignes dans le dossier du massacre de Komanda. Le colonel Guéré Kengou écope de 20 ans de prison, tandis que le commissaire supérieur adjoint Kangamina Tchabela écope, lui, de 8 ans. Ce verdict intervient après un drame qui avait coûté la vie à près de 40 civils en juillet dernier. Vérité, Zaba Johnson est notre permanent dans la province de l'Ituri. Ce mercredi, à la tribune officielle de Bunia, la Cour militaire de l'Ituri a rendu ce verdict. Des officiers, les colonels Guéré Kengugista et les commissaires supérieurs adjoints Kangamina Tchabela Noël, étaient poursuivis pour violation de consignes et vente des munitions de guerre. Le colonel Guéré a été condamné à 20 ans de servitude pénale principale. Il est également renvoyé définitivement de l'armée congolaise. Le commissaire supérieur adjoint Kangamina Tchabela, lui, écope de 8 ans de prison et perd sa place en sein de la police nationale congolaise. Selon la Cour, les 2 hommes ont failli à leur devoir en ne réagissant pas à temps lors de l'attaque des commandants, dont la nuit du 26 au 27 juillet 2025, où 39 civils avaient été tués. Un signal fort envoyé à tous les éléments de l'armée et de la police, souvent critiqués pour leur manque de réaction face au massacre des civils. Les 2 officiers disposent de 5 jours pour interjeter appel. Un procès qui, au-delà de condamnation, marque la volonté de rétablir la responsabilité aux 7 forces armées dans une province de l'Ituri encore meurtrie par la guerre et la peur. Et voilà, Vérité Zaba Johnson, notre permanent dans la province de l'Ituri, qui vient de nous proposer cette information concernant la justice militaire. Et ce mercredi 15 octobre 2025 marque également le 11e triste anniversaire du début des massacres en ville de Béni, actuellement siège provisoire des institutions provinciales du Nord Kivu. Eh bien, ce jour-là, une trentaine de personnes civiles et militaires avaient été tuées par armes blanches et à feu en Gadi, l'un des quartiers de la commune de Rwenzori. C'était le début d'une série de tueries attribuées aux ADF MTM qui se poursuivent jusqu'à ces jours. Elles sont estimées à des milliers les personnes ayant perdu leur vie à la suite de ces exactions. C'est ce que nous dit ici Merveille Calmer depuis cette zone. 11 ans après, ces chefs de base se rappellent encore de ces douloureux événements. À quelques minutes, 33 personnes avaient perdu leur vie. Ils avaient commencé par tuer le commandant des militaires qui était ici, Leindou. Là-haut, à côté d'un manquier, une femme d'un militaire avait été tuée et son enfant. Après, ils s'étaient déchargés sur 5 personnes de la famille de maman Kissou qui était à table. 33 personnes avaient été tuées ces jours-là. Aujourd'hui, aucune personne n'est à mesure de donner le chiffre exact d'individus emportés par ces massacres en ville tout comme en territoire de Béni. Une préoccupation majeure pour la société civile locale. C'est un gap que nous avons déjà encaissé. Comme il est d'une obligation pour nous parents, pour toute personne, d'enregistrer les naissances, il faut que la population civile enregistre aussi les décès pour que plus tard, la justice soit rendue. Mais malheureusement, jusqu'à l'heure que je vous parle, il n'y a pas une documentation, il n'y a pas une base de données qui, n'est-ce pas, nous donne le nombre exact de toutes les personnes massacrées à ce jour. Comme pour tenter de sauvegarder les traces, certains acteurs de la communauté ont décidé d'ériger un mausolée au cimetière de Massiani où reposent les 33 personnes tuées ce 15 octobre 2014 en pleine ville de Béni. Objectif ya kwanza ambayo ilitutuma tujenge hii mausolée ni kuendelea kwanza kuonesha. Notre premier objectif est de continuer à démontrer au monde que ces tueries se poursuivent et ont emporté plusieurs personnes. C'est aussi garder des preuves pour des probables actions judiciaires à l'avenir. Kwani kwetu tunaendelea kujua kwamba siku moja justice itaweza kufanyika juu ya hiyo mauaji. En dépit des efforts fournis par les FARDC, appuyés par leurs alliés ougandais de l'UPDF, les exactions des ADF MTM contre les civils se poursuivent. Elles se sont même élargies vers le secteur de Bapéré en territoire de Lubero,
où une septantaine de civils ont été récemment tués, et même dans la province voisine de l'Ituri. Triste souvenir à Béni, mais vous l'avez certainement appris. Le mouvement politico-militaire AFC M23 et la République démocratique du Congo ont signé mardi 14 octobre 2025 à Doha, au Qatar, un mécanisme de vérification du cessez-le-feu, une entente qui a pour objectif de faire taire les armes et aboutir à un accord définitif. Rémi Kassindi, acteur de la société civile, salue ce pas vers l'avant et souhaite l'aboutissement de ce processus. Il invite le gouvernement à plus de prudence pour faire respecter les principes pouvant aboutir à un accord de paix. On l'écoute au micro de Tishik Sambi. Toute initiative émanant qui nous ramène vers la paix est à encourager dans ces pays. Nous avons un souci qui ne cesse de s'accentuer autour des atrocités qui sévissent à l'est du pays. En tant que fils pays, en tant qu'acteur de la société civile et en tant que quelqu'un venant des zones qui sont affectées par ces conflits, et je me dis que nous ne pouvons qu'encourager ces initiatives et noter que la paix est un processus. Nous sommes dans un processus, nous voulons que ce processus aboutisse et l'aboutissement de ce processus, c'est que nous puissions parvenir à cette paix durable voulue par les Congolais. Tout en étant également clairvoyants, un peu prudents, nous pensons que les autorités vont user de toute sagesse pour que cela soit effectif à tous les niveaux. Et je pense que même ceux-là qui ont pris les armes contre la République doivent comprendre qu'ils n'ont pas intérêt à continuer à massacrer nos populations qui sont sur le terrain. La paix est une priorité pour tous, la paix est une affaire de tous. Il faut un temps pour la mise en application et nous attendons que cela soit effectif. Je me dis que c'est un mécanisme qui doit être suivi. Il y a autant d'engagements, il y a autant de partenaires, les Nations Unies qui ont été témoins de cette signature. Moi, personnellement, en tant qu'acteur social, je pense que ce qui m'intéresse, c'est que l'on puisse parvenir à une paix durable. Nous vous l'avons dit en début de cette édition du journal, la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique ouvrent un nouveau chapitre de coopération économique. Washington DC a accueilli la première édition du forum économique entre les deux nations, la RDC et les États-Unis. Conduite par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, la délégation congolaise a porté la vision de Kinshasa pour un partenariat durable, équitable et fondé sur la confiance mutuelle. Anita Mouadi. La première édition du Forum économique et d'investissement entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique s'est ouverte ce mardi dans la capitale américaine. Une forte délégation du gouvernement congolais y prend part sous la conduite de la première ministre et représentante du président de la République, Judith Suminwa-Tuluka. Dans son discours à l'ouverture de ces forums, la première ministre a, au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, eu des mots justes sur le bien fondé de ces assises de Washington DC. Poursuivant son adresse, la chef du gouvernement a salué et exprimé la gratitude du peuple congolais au président américain Donald Trump pour l'attention particulière qu'il a accordé à la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Devant les représentants de l'administration américaine et de chefs d'entreprise, la première ministre a saisi l'occasion pour présenter la RDC avec sa population estimée à plus de 100 millions d'habitants comme un pays avec une géographie unique et un potentiel naturel exceptionnel, se positionnant ainsi comme un partenaire stratégique pour les États-Unis d'Amérique. Sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo s'est engagée dans une transformation structurelle profonde visant à placer la richesse nationale au service du développement humain, conformément au programme du gouvernement 2024-2028 et à la stratégie nationale de développement.
Les credos du gouvernement souminois a toujours été de faire de la RDC l'une des destinations le plus sûres du monde, telle que rendue dans son programme d'action. Et c'est avec joie que la première ministre a évoqué les réformes accomplies pour améliorer les climats des affaires dans son pays. Au nombre de ces réformes, il y a lieu de noter notamment la rationalisation de la parafiscalité, la digitalisation des procédures administratives, en particulier pour la création d'entreprises, la révision des principaux codes économiques pour aligner notre législation sur les standards internationaux, le renforcement du dialogue public-privé ou encore la mise en œuvre d'initiatives structurantes comme la création, l'aménagement et la viabilisation des zones économiques spéciales destinées à stimuler la production locale et la création d'emplois. Elle a par ailleurs invité les investisseurs américains à Kinshasa pour poursuivre le dialogue ainsi entamé, les accompagner dans la concrétisation de leurs projets d'investissement à travers le 26 provinces du pays. On est aux États-Unis d'Amérique et nous allons y rester toujours à cette première édition du Forum économique et d'investissement entre la RDC et les USA. Les opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo dans plusieurs secteurs ont été bien vendues par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, devant les chefs des grandes entreprises américaines à l'ouverture de cette première édition du Forum économique et d'investissement en République démocratique du Congo à Washington. Le go a été donné, comme vous l'avez vu, par la première ministre Judith Suminwa Tsuduka, mais la RDC qui avait aidé les États-Unis d'Amérique à devenir une grande puissance militaire mondiale avec son uranium pour terminer la Deuxième Guerre mondiale, veut le retour dans un partenariat gagnant-gagnant en attirant les investissements américains en RDC. C'est ce qu'a fait entendre le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, qui a séduit les investisseurs américains. Reportage Obed Kambale, Jacques Kaboy. La RDC est une république des affaires et une république des opportunités, une république où logent les milliards de dollars américains. Chers investisseurs américains, venez développer l'agriculture avec la RDC qui dispose de 80 millions d'hectares de terres arables, l'énergie avec un potentiel de 100 000 MW, les infrastructures avec 153 000 km à construire et une centaine de ports, des aéroports et des chemins de fer, mais aussi dispose des minerais stratégiques qui entrent dans la fabrication de batteries et véhicules électriques. Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, la RDC s'est bien préparée à consolider l'amélioration du climat des affaires avec des facilités qu'offre le Code des investissements et le régime des zones économiques spéciales. À vous de jouer en passant par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI. C'est à ce terme que le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, s'est exprimé ce mardi 14 octobre 2024 à Washington devant les chefs des grandes entreprises américaines à l'ouverture de la première édition du Forum économique et d'investissement République démocratique du Congo, États-Unis d'Amérique, dont le go a été donné par la première ministre Judith Suminwa, représentant le président de la République, Félix Tshisekedi. Les efforts que nous faisons sous les leadership du président de la République, c'est d'améliorer davantage la perception sur la RDC. Quand on parle de la RDC, tout le monde pense que c'est seulement la guerre. Alors qu'il y a des efforts qui sont faits pour qu'on puisse évacuer cet obstacle-là qui est la guerre. Mais à côté de cela, il y a des opportunités d'investissement. La RDC a aidé à améliorer la puissance américaine en lui dotant des capacités d'avoir une bombe, la première bombe atomique. On a tenu à rappeler aux États-Unis que de la même manière qu'on lui a doté de cette puissance, eh bien, il faut un retour pour que la RDC développe une coopération, cette fois-ci gagnant-gagnante, avec la technologie actuelle, avec l'industrie américaine, avec l'industrie militaire. La RDC dispose de solutions pour renforcer la puissance américaine. Mais pour qu'on change de paradigme, qu'on chasse la malédiction ancienne, que lorsqu'on transforme les produits sur le sol, eh bien la valeur est multipliée par 10, par 20, par 30. Et c'est cette valeur ajoutée que la RDC voudrait capter. Signalons que les ministres, quelques gouverneurs de province et les responsables des entreprises publiques et privées vendent sur place les opportunités qu'offre la RDC dans plusieurs secteurs.
Et parmi les personnalités qui participent à cette première édition du Forum économique et d'investissement entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique figure également André Ouamesso, gouverneur de la Banque centrale du Congo. Dans l'une de ses interventions, lors d'un panel, il est revenu sur le lien entre la dynamique politique et l'évolution économique de la République démocratique du Congo. Sur place, André Ouamesso s'est fait le porte-voix de la République démocratique du Congo en mentionnant que le secteur bancaire congolais, principalement composé de banques, détail, présente un besoin urgent de financement spécialisé, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'habitat et de l'énergie. Suivez. À Washington, au forum DRC-USA, André Ouamesso, gouverneur de la Banque centrale du Congo, est intervenu sur le thème cadre réglementaire et opportunités d'affaires dans le secteur financier congolais, lors du panel restreint Finances et assurances devant quelques acteurs du secteur privé américain et des partenaires internationaux. Dans sa présentation, il est revenu sur le lien entre la dynamique politique et l'évolution économique de la RDC. Il a démontré que la période de dictature a coïncidé avec celle d'une consommation des richesses attestée par un recul du PIB et que les premiers pas vers un exercice démocratique affirmé ont entretenu un regain de l'activité économique. Depuis 2019, grâce à la consolidation de la jeune démocratie, le produit intérieur brut augmente plus rapidement qu'avant. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est devenue un leader régional en matière de croissance économique, dépassant régulièrement la moyenne de l'Afrique subsaharienne et rivalisant avec les marchés émergents. Cette performance remarquable doit être consolidée et transformée en une croissance durable et inclusive, axée sur la diversification économique, la stabilité macroéconomique et l'investissement dans le capital humain, a-t-il fait savoir. Dans cet élan, la Banque centrale du Congo, qui dispose désormais d'un cadre juridique solide et moderne, a procédé notamment au renforcement des mécanismes de contrôle et de supervision, à la mise en place de bureaux privés de crédit, également la mise en conformité des dispositions anti-blanchiment des capitaux aux 40 recommandations du GAFI, groupe d'action financière. À ce jour, le secteur financier congolais comprend 357 institutions supervisées par la Banque centrale du Congo, dominées par 15 banques commerciales qui détiennent 92,4% du total des actifs. L'activité bancaire a quadruplé en 10 ans, passant de 4,8 milliards de dollars américains à 20,7 milliards de dollars américains. En outre, une consolidation du poids du secteur bancaire dans l'économie à hauteur de 12,7% en 2022 a été enregistrée dans l'économie, sans compter le maintien d'une rentabilité positive supérieure à la moyenne sur 5 ans. Par ailleurs, André Ouamesso s'est fait le porte-voix de la RDC en mentionnant notamment que le secteur bancaire congolais, principalement composé de banques de détail, présente un besoin urgent de financement spécialisé, notamment dans le secteur de l'agriculture, de l'habitat et de l'énergie. Le temps pour nous de parler encore de cette appréciation du franc congolais face au dollar américain, mais sur le terrain, les répercussions ne se font toujours pas sentir sur les marchés et dans les supermarchés où le prix à la consommation reste les mêmes. Jonas Tchombela, économiste et juriste, s'inquiète des conséquences de ce phénomène dans un contexte social déjà tendu. Il appelle les cambistes à ne pas sombrer dans les spéculations tout en demandant aux autorités de rétablir l'ordre dans le secteur monétaire. La récente baisse de la monnaie américaine semble une chance pour le consommateur puisque le franc congolais s'apprécie de manière plus avantageuse. Cette évolution ne se répercute pas sur les prix des aliments de base qui restent toujours aussi élevés, notamment sur le marché de Kinshasa. Depuis quelques jours, les spéculations sur le taux de change continuent toujours à prendre une volatilité. Chez les opérateurs économiques, les télécoms, les cambistes, chacun fixe un taux qui lui semble bon. Une situation qui inquiète plusieurs Kinois. Pour Jonas Tchombela, expert en économie et juriste de formation, appelle les cambistes à ne pas sombrer et demande aux autorités à rétablir l'ordre dans le secteur monétaire. Cette situation de l'appréciation du franc congolais devrait interpeller les autorités monétaires de la République, compte tenu de grands spéculateurs qui sont des cambistes qui aujourd'hui ne sont pas sous le contrôle de l'État. Ça suppose que pour exercer ces métiers d'échange dans notre pays, il y a des règles de loi.
Et là, c'est l'autorité mortaire qui est en train d'inviter les cambistes pour discuter avec eux sur le taux qui est fixé par la Banque centrale. Et ils préfèrent continuer dans la spéculation lorsque dans tout le pays du monde, il y a l'appréciation de la monnaie locale. Ça a une indication nette et juste sur le prix des biens et les services. Je crois que le gouverneur de la Banque centrale a tous les moyens légaux que lui confère la loi de la République pour quand même faire respecter les décisions des autorités monétaires. Nous appelons le cambiste à ne pas sombrer dans les spéculations. Il s'agit là de l'avenir d'un pays et de la stabilisation de notre monnaie. C'est ce que nous demandons à nos dirigeants pour que la population comprenne le bien fondé de la dépréciation du roi dollar américain. Dans un communiqué rendu public le 13 octobre 2025, la BCC appelle la corporation du cambiste Emmanuel à respecter scrupuleusement la dite instruction et à s'abstenir de toute mauvaise manipulation ou spéculation de taux de change qui perturbe le fonctionnement normal du marché de change. C'est un reportage signé Brandon Bameko. Nous allons retourner dans la province du Nord Kivu, précisément à Butembo, où pour exprimer leur indignation face aux tracasseries dont ils sont régulièrement victimes, les propriétaires, les chauffeurs et les manutentionnaires des camions bennes de la ville de Butembo ont décidé d'organiser une marche pacifique ce mercredi 15 octobre 2025. Cette marche a débuté au pont Sino-Hydro dans la partie nord de la ville de Butembo, passant par le boulevard président de la République. Les manifestants étaient porteurs d'un message d'indignation. Nous sommes dans la rue parce que notre chauffeur a été agressé par des militaires vers Issa le Boulambo là-bas. Il n'avait pas payé les rapports de 2000 francs. Il a été tabassé à mort par des militaires, des FARDC au niveau de Boulambo. Nous voulons que notre chauffeur soit indemnisé. Nous voulons qu'on puisse enlever tous les militaires sur les barrières commis à ville de Butembo et à chefferie de Bachou, à chefferie de Bassoir. À l'auditorat militaire, leur destination, ils n'ont pas été reçus comme ils le voulaient. Ici, leur mot n'a pas été reçu en dépit de leur annonce de leur manifestation. Ils ont été orientés à l'hôtel de ville de Butembo où finalement ils ont été reçus par l'autorité. Les manifestants dénoncent les tracasseries multiples dont ils sont victimes sur plusieurs routes de dessert agricole dans le territoire de Beni. Le cas le plus récent est celui d'un conducteur qui a été tabassé à mort par un élément FARDC au niveau d'une barrière dans la chefferie de Bachou, faute de n'avoir pas payé $5 américains aux militaires. À cela s'ajoutent d'autres formes de tracasseries, dénoncent les chauffeurs, manutentionnaires et propriétaires de bennes réunis au sein de la CEPROBEN. L'implication du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'application du barème salarial de l'agence congolaise de presse ACP, fixé par la loi des finances exercice 2025, a été sollicité par les agents de l'agence de presse officielle en RDC. Dans une déclaration rendue publique mercredi au siège de l'ACP à Kinshasa, au chef de l'État, Félix Tshisekedi, vous qui luttez pour l'amélioration du social des Congolais, vous qui luttez pour l'amélioration des conditions salariales des Congolais de tout genre, nous vous supplions, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous impliquer dans ce problème afin que cette situation soit résolue. La déclaration a été lue par Dani Ntsale, président de la délégation syndicale de l'ACP. La direction de la paix persiste toujours. La direction de la paix, comme elle veut toujours marcher sur les lois du pays, comme il veut toujours marcher sur les instructions des hautes autorités du pays, étant donné que le budget national est l'émanation du Parlement et que la loi est promulguée par le chef de l'État, refuser d'appliquer cela, c'est de refuser, c'est de piétiner la signature du chef de l'État, c'est piétiner la volonté des législateurs, c'est aussi piétiner la signature de son ministre de tutelle qui lui a autorisé de nous octroyer cette enveloppe salariale. Nous, agents et cadres de l'agence congolaise de presse,
nous informons aujourd'hui à la communauté tant nationale qu'internationale, nous allons maintenant passer à la vitesse supérieure. Et tout ça qu'on continue toujours comme ça la pression. Parce que le ministre pas vu que tu snaye à PSI. Tata Moboé. Pour les gens du Kola Mibeko, Mbongo Zayaye a décidé que Bissoto. Au chef de l'État, Fachi Béton, vous qui luttez pour l'amélioration du social des Congolais, vous qui luttez pour l'amélioration des conditions salariales des Congolais de tout genre, nous vous supplions, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous impliquer dans ces problèmes afin que ces messieurs-là qui refusent d'obéir à vos ordres reviennent à la raison. C'est une bonne nouvelle pour les élèves des écoles conventionnées catholiques du quartier Otekele à Lodja dans la province du Sankourou après plus d'une semaine à la maison suite à l'incident survenu le lundi 6 octobre 2025. Les Bleus-Blancs vont finalement reprendre le chemin de l'école ce jeudi 16 octobre 2025. C'est l'administrateur du territoire de Lodja, François Mouledi, qui l'a officiellement annoncé. Plus de détails avec Jean-Émile Senga. Les élèves de Lodja s'apprêtent donc à rallier les chemins de l'école dès ce jeudi, 9 jours après le meurtre du président des jeunes de la mission catholique ayant occasionné paralysie des activités scolaires. Cette décision découle de la réunion du Conseil de sécurité élargi présidé par l'administrateur du territoire de Lodja, François Mouledi Onololo. Hier là, j'ai convoqué la réunion du Conseil de sécurité élargi. Alors, nous avons pris comme résolution de pouvoir demander aux élèves de reprendre le cours et aussi déployer, augmenter une autre force pour pouvoir sécuriser et les écoles et les personnels ainsi que ceux qui travaillent à l'hôpital c'est François Assise. Je suis à la reprise de cours demain. Demain jeudi, les enfants doivent reprendre les cours. De son côté, la société civile rénovée insiste sur la garantie et la sécurité des enfants, mais aussi la suspension des activités électorales dans les écoles. Ce que la société civile rénovée voudrait voir, c'est la suspension définitive de ces activités électorales à travers les écoles, surtout qui sont concernées par ces incidents malheureux. Garantir un environnement calme dont les enfants vont se sentir très sécurisés, comme l'administrateur l'a précisé. Les écoles concernées par cette décision sont les suivantes: lycée Lokenye, lycée Dikongelo, collège Semoula, collège Yongo, école primaire Afumba, école primaire Otekele, école primaire Elondo, école primaire et maternelle Takoche, institut Takoche, école primaire et institut Nicolas Djomon, école primaire Abbé Djemba, ainsi que d'autres établissements. Mais pendant ces temps à Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, les enfants de 5 à 18 ans habitant non loin de la rivière Lubilangi, rivière qui traverse la ville de Mbujimaï au centre de la République démocratique du Congo, s'adonnent à la pêche comme activité de survie. Cela leur permet de se partager entre l'école et la pêche dans cette partie du pays. Victoire Chilumba, notre permanent, est allé à leur rencontre. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Le temps pour nous de parler de santé. On s'intéresse à présent aux maladies qui sévissent dans les zones dites tropicales, mais souvent négligées. Pourtant, elles constituent l'une des causes de mortalité en République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que différentes parties prenantes dans la lutte contre ces pathologies ont été conviées à un atelier organisé lundi 13 octobre dernier. Objectif, réfléchir sur les mécanismes visant d'abord à faire une large sensibilisation auprès de la population et ensuite mobiliser les moyens pour la prise en charge de ces maladies. Bénédicte Ndembe et Olivier Abedi. L'enconcercose ou cécité de rivière, l'éléphantiasis, le trachome, la bilharziose ou schistosomiase et les vers intestinaux, voilà 5 maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive.
qui impactent négativement la vie des populations locales en RDC et dont la lutte affaiblit faute de moyens financiers. Faisant face à l'arrêt du financement extérieur, notamment des USA, le programme des maladies tropicales négligées s'est vu dans l'obligation de lancer un plaidoyer, d'abord pour aider les Congolais à mieux connaître ces maladies et ensuite mobiliser localement les ressources nécessaires pour continuer la lutte. D'où la tenue de cet atelier, regroupant le programme et ses partenaires pour apprendre les outils en vue d'aborder les différentes approches aux côtés des experts venus du Nigeria et Kenya. Notre organisation The End Fund est en train d'appuyer les gouvernements congolais dans la mobilisation des ressources locales. Il y a les sociétés brassicoles, les sociétés de communication, les mining également. Déjà, sur le terrain, la sensibilisation est lancée. Première étape, le PNMLS pour rencontrer le secrétaire général de la coalition interentreprises de lutte contre le sida, le paludisme, la tuberculose et autres pathologies liées au travail. Nous allons entamer un processus de vulgarisation pour la prévention et aussi la prise en charge de ces différentes maladies tropicales négligées. Un premier contact a également eu lieu avec les responsables d'une société brassicole de la place, aussi concernée dans la lutte. Tout ceci pour un seul objectif, sensibiliser et parvenir en même temps à la prise en charge de ces maladies tropicales négligées, d'après le directeur du programme. Toutes ces maladies sont présentes dans les 26 provinces. Pour arriver à organiser la distribution de masse de médicaments, on a besoin de beaucoup d'argent. Parce que lorsque vous avez organisé la distribution de médicaments, vous devez évaluer quel est l'impact de tous ces médicaments sur la maladie. Le représentant pays de UFA RDC, partenaire financier du programme, plaide d'ailleurs pour une mobilisation pérenne des ressources pour lutter, mieux éradiquer ces maladies. Les moyens qui seraient mis en compte pour cette mobilisation, je dis, ça sera que ça soit pérenne. Même nos communautés devraient être sensibilisées. Pour sa part, la CIS a déjà prévu une rencontre à la fin de ce mois d'octobre avec le programme MTN et ses partenaires afin de lui permettre à son tour de sensibiliser les entreprises. C'est le 15 octobre 2025. Ce mercredi, c'est la journée mondiale du lavage des mains en ville de Butembo, province du Nord Kivu. Le service de l'énergie, ressources hydrauliques, ainsi que les acteurs intervenant dans les secteurs de l'eau se sont réunis pour réfléchir sur la problématique des maladies hydriques. Un accent a été mis sur le lavage des mains par toute la population en vue de mieux se prévenir des maladies. Le reportage de Delphin Sindani, notre permanent sur place à Butembo. C'est autour du thème retenu cette année, devenez un héros du lavage des mains, que les participants ont été outillés par deux grands conférenciers en marge de la journée. Monsieur Eddy Muhiwa de l'Hydraulique sans frontières UFRO a développé le thème « Le sens, l'historique et l'importance des pratiques de lavage des mains ». Pour sa part, le représentant du médecin-chef des zones de santé de Butembo a présenté les conséquences, les statistiques de maladies d'origine hydrique et des mains sales dans les structures sanitaires, hôpitaux généraux de référence de Butembo. La source de contamination, c'est soit les touchés, donc ça ce sont les maladies qui si vous entrez en contact avec quelqu'un qui a par exemple l'anthrax, vous l'avez touché, vous avez été à côté de lui, vous avez respiré ou vous avez amené la main vers la bouche et que vous avez digéré certains germes, alors vous serez attaqué par la maladie. Ah ouais, les comportements que nous vulgarisons, c'est le geste simple de pouvoir se laver les mains. C'est très simple, mais ça sauve des vies. Le chef des services de l'énergie et ressources hydrauliques se félicite de l'activité réalisée ce jour et encourage la population aux bonnes pratiques de lavage de mains. Nous avons appris également que le système de lavage des mains préserve des vies humaines, à ce sens que nous sommes épargnés de certaines maladies dites maladies des mains sales. Et nous avons retenu les 5 moments forts de lavage des mains. On nous a dit c'est avant de manger, avant la préparation de la nourriture, avant d'éplucher les aliments, il faut se laver les mains et après les toilettes, nous devons nous laver les mains. Après avoir enlevé les linges des bébés et avant d'allaiter les bébés, nous devons nous laver les mains. La journée a touché à sa fin dans un climat de franche collaboration. Et en dehors de nos frontières, dans l'actualité internationale, c'est une triste nouvelle. Le chef de l'opposition kenyane
Raila Odinga est décédé mercredi dans la matinée à 80 ans. Décès survenu dans le sud de l'Inde après un malaise endeuillant le pays d'Afrique de l'Est et suscitant un séisme politique alors que se profile l'élection présidentielle de 2027. L'actuel président kenyan, William Ruto, a décrété 7 jours de deuil national. Trésor Ngoudia nous en dit plus. La nouvelle est tombée tôt le matin. Le chef de l'opposition kenyane, Raila Odinga, 80 ans, est décédé ce mercredi dans le sud de l'Inde après avoir perdu connaissance, a indiqué une source de la police indienne. Il s'est promené avec sa sœur, sa fille et son médecin lorsqu'il s'est écroulé, puis conduit dans un hôpital avant d'être déclaré mort. C'est le porte-parole de l'hôpital qui a confirmé son décès, précisant qu'il a soudain été victime de difficultés respiratoires et s'est effondré. Malgré les efforts répétés de médecins, son état s'est aggravé et il n'a pas pu être sauvé, a-t-il ajouté. Né le 7 janvier 1945, Raila Odinga était une des figures de l'opposition kenyane, plusieurs fois emprisonné ou contraint à l'exil sous la présidence autocratique de Daniel Arap entre 1978 et 2002. Longtemps député, 5 fois candidat malheureux à la présidentielle, Odinga a été Premier ministre de 2008 à 2013. Durant la dernière élection présidentielle en 2022, il avait été battu de peu par William Ruto avant de dénoncer des fraudes. Opposant au chef de l'État, à l'origine du rassemblement contre la politique économique du gouvernement, il s'était depuis plusieurs mois reproché de William Ruto, qu'il avait d'ailleurs soutenu en février pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine, élection également perdue. La disparition de celui que le Kenya ont surnommé Baba, qui veut dire en swahili papa, figure incontournable de la communauté Luo, la deuxième la plus importante du pays, laisse un grand vide dans l'opposition kenyane alors que se profile l'élection présidentielle en 2027. Et voilà, c'est ce communiqué nécrologique avant de boucler totalement cette édition du journal. Les familles Kitebi, Mabombi et Panda ont la profonde douleur d'annoncer à tous les parents, amis et connaissances le décès de l'honorable Patrice Kitebi Kibol Mvoul, leur fils, époux, père et beau-fils bien-aimé, survenu le mardi 7 octobre 2025 à Kinshasa, des suites d'une courte maladie. Cette disparition laisse un vide immense dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu, aimé et estimé pour sa droiture, son sens du devoir et son engagement au service de la nation. Le programme des funérailles se présente comme suit. Mercredi 15 octobre 2025, à 18h30, veillée mortuaire au Palais du Peuple. 19h juste, messe de Requiem. Jeudi 16 octobre 2025, 9h juste, levée du corps de la morgue du cinquantenaire suivi de l'exposition au Palais du Peuple et de l'inhumation à la nécropole entre terre et ciel. Et voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes chez vous. Bienvenue dans cette revue de presse. L'agence congolaise de presse titre « Diversification de l'économie ». La première ministre préside le forum économique RDC-USA à Washington. Cette initiative, pilotée par le conseiller spécial du président Félix Tshisekedi, a vu la partie américaine aligner plus de 100 officiels et opérateurs économiques. Autour de la première ministre Judith Suminwa, les travaux du forum économique et les investissements entre la RDC et les États-Unis visent la diversification de l'économie congolaise. Abondant dans le même sens, le quotidien pense
que Judith Souminois mobilise les investisseurs américains au cours de ce forum. La République démocratique du Congo, porteuse des opportunités concrètes pour son allié américain. Devant les représentants et l'administration américaine et les chefs d'entreprise, la première ministre a saisi l'occasion pour présenter la RDC avec sa population estimée à plus de 100 millions d'habitants comme un pays avec une géographie unique et un potentiel naturel exceptionnel, se positionnant ainsi comme un partenaire stratégique pour les États-Unis d'Amérique. Ce forum constitue donc une tribune privilégiée pour présenter les opportunités concrètes qu'offre notre pays dans des secteurs à fort potentiel, les mines et l'énergie, notamment à travers le projet INGA 3 et le développement des chaînes de valeur du cuivre, du cobalt et du lithium pour la transition énergétique mondiale. Africa News informe un peu plus sur l'accord de paix de Doha. Les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine intègrent le mécanisme de vérification de cessez-le-feu comme observateur. D'après un communiqué émis par le ministère qatari des Affaires étrangères, le Qatar, les États-Unis d'Amérique et l'Union africaine joueront un rôle d'observateur dans ce mécanisme, ce qui viendra renforcer la transparence et soutenir les efforts tant régionaux qu'internationaux pour assurer le succès du processus de paix dans la région des Grands Lacs. Doha souligne que la mise en place de ce mécanisme représente une étape cruciale pour instaurer la confiance mutuelle et progresser vers un accord de paix global entre les deux parties engagées dans le conflit. Toujours dans les colonnes d'Africa News, Kabila préside une rencontre d'une partie de l'opposition à Félix Tshisekedi à Nairobi. Réuni par l'ancien président congolais, ce conclave de 2 jours qui se déroule à Nairobi rassemble plusieurs opposants à Félix Tshisekedi ainsi que de nombreux partisans de Joseph Kabila. Cette rencontre intitulée Conclave des forces politiques et sociales pour l'avenir du pays est un événement qui vise à donner la parole à tous les participants et à explorer des solutions selon un proche de l'ex-chef de l'État. La Prospérité consacre également une partie de sa une au processus de paix de Doha, Qatar, signature d'un mécanisme de vérification entre le gouvernement et l'AFC M23. Par ce pacte, la RDC réaffirme sa volonté de parvenir à la cessation des hostilités, de garantir la sécurité des populations et de préparer les conditions d'un accord de paix global et durable dans le cadre du processus de Doha soutenu par la communauté internationale. Terminons par la trompette qui informe que Jean-Pierre Bemba lance les travaux de modernisation de l'aéroport de la Loano. Le vice-premier ministre en charge des transports en voie de communication et des enclavements, Jean-Pierre Bemba, a procédé le lundi 13 au lancement des travaux de modernisation de l'aéroport de la Loano à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Ces travaux concernent notamment le bétonnage du nouveau terminal et sont exécutés par le groupe turc Suma visant à transformer l'aéroport de la Loano en un hub régional moderne doté d'une capacité d'accueil d'1 million de passagers par an. À en croire Anvar Sayan, directeur général du groupe Suma, la livraison est projetée pour décembre 2026. Fin de cette revue de presse. Merci de rester avec nous.